Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, je pense que nous serons tous d'accord ici sur deux constats concernant la vie politique locale. Le premier est celui d'une crise généralisée de l'engagement local, politique ou associatif, qui se pose avec encore plus d'acuité dans les petites communes où le vivier de citoyens prêts à s'engager est plus réduit. Le second est celui de l'absence de parité dans les conseils municipaux des plus petites communes où les femmes ne représentent qu'un peu plus d'un tiers des conseillers municipaux. Cette absence de parité est directement liée au mode de scrutin applicable dans ces communes, le scrutin majoritaire plurinominal à 2 tours avec un système de panachage. Portées par mon ancienne collègue Élodie Jacquier-Laforge, ces propositions de loi que nous allons examiner aujourd'hui en étendant aux communes de moins de 1000 habitants le scrutin de liste paritaire apportent une vraie réponse à ces défis. Les 24 948 communes concernées par ces textes, qui représentent 72% des communes françaises, ne méritent pas moins de démocratie que les autres. Elles méritent mieux que la situation actuelle, tout comme les près de 9 millions d'habitants qui y résident. Loin d'être déconnectées des réalités rurales, ces propositions de loi répondent à un besoin profond, celui de revaloriser l'engagement en milieu rural, de l'ouvrir à toutes et tous et de redonner de la légitimité aux élus. On entend parfois dire qu'étendre le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1000 habitants serait une contrainte de plus, que ce changement viendrait s'ajouter à l'empilement des règles, qu'il compliquerait les démarches des candidats, qu'il restreindrait la liberté des électeurs comme celle des élus. Je le redis clairement ici, c'est tout le contraire. Et je veux commencer par rappeler une évidence. La parité n'est pas une contrainte, c'est un progrès démocratique. De quelle démocratie peut-on se prévaloir si l'espace politique demeure en grande partie inaccessible aux femmes ? La parité, loin de restreindre la liberté, l'élargit. Et je pense à ces femmes qui, jusqu'ici, ne s'imaginaient pas élues. Je pense à ces conseils municipaux, régionaux, départementaux qui ont gagné en richesse humaine, en diversité d'analyse, en justesse d'action grâce à la parité. Alors non, la parité ne doit pas s'arrêter aux portes des grandes villes. Elle ne doit pas se plier à une géographie à 2 vitesses qui participe à la fracture entre la France des villes et celle des campagnes. Car la parité, ce n'est pas une option, c'est un droit, rappelé dans l'article 1er de notre Constitution. Et cet article ne dit pas « sauf en milieu rural ». Dans nos petites communes, certains d'entre vous avancent qu'il est difficile de trouver des femmes. Mais pourquoi cette difficulté persiste-t-elle encore en 2025 ? Elle persiste parce que les règles de jeu n'ont pas changé. Comme disait Simone Veil, l'égalité ne se proclame pas, elle se construit. Cette construction suppose parfois d'en passer par la loi. C'est ce qu'a fait le Parlement en imposant la parité dans les communes de plus de 1000 habitants en 2013. Depuis, que constate-t-on ? Une nette augmentation de la présence des femmes dans les conseils municipaux et aux fonctions exécutives. En 2013, les adversaires de l'extension du scrutin de liste paritaire à ces communes avançaient exactement les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Et pourtant, la pratique du terrain et l'intelligence des élus locaux ont montré que ces résistances n'avaient pas lieu d'être et que les femmes, qui représentent 51,6% de la population française, sont, en plus d'avoir les compétences, tout à fait disposées à participer à la vie démocratique locale. Faire confiance à nos maires, à nos élus locaux, passe aussi par la fin d'un scrutin dépassé, applicable aux élections des conseils municipaux des seules communes de moins de 1000 habitants, et dont le système de panachage a pour conséquence une forte personnalisation de l'élection. Ce système, parfois nommé tir au pigeon, qui permet aux citoyens de rayer le nom d'un candidat, a plein d'effets pervers. Il décourage l'engagement et les vocations, et il est vécu comme une véritable punition dont les premières victimes, et la ministre l'a rappelé, sont souvent les maires sortants, qui sont rarement les conseillers les mieux élus. On entend parfois aussi que le scrutin de liste serait, pour nos petites communes rurales, une entrave de plus, une nouvelle règle imposée d'en haut par des technocrates qui ne connaissent pas la réalité du terrain. Certains avancent qu'il complique la vie des candidats, qu'il fige les équilibres, qu'il brigue les libertés locales. Issue de la ruralité d'un petit village du Puy-de-Dôme de 260 habitants, où ma maman est maire depuis de nombreuses années, moi-même élue locale, je connais ces réalités du terrain comme beaucoup d'entre nous. Alors je veux vous répondre avec simplicité, mais avec fermeté. Le scrutin de liste n'est pas une atteinte à la liberté. Il est une invitation à la clarté, à la cohérence et à la responsabilité collective. Le scrutin de liste n'est pas une contrainte, c'est une manière d'affirmer que le collectif prime sur l'individuel.
C'est dire aux électeurs, voici l'équipe qui vous propose une vision pour 6 ans, unie dans sa diversité, rassemblée autour d'un projet commun. C'est aussi une manière de mieux protéger les élus, de ne plus isoler le maire ou quelques adjoints, mais de garantir que l'ensemble du conseil municipal repose sur un socle commun d'engagement. J'en suis convaincue, cette harmonisation du mode de scrutin pour les élections municipales est un vrai gage de simplification et de lisibilité pour les citoyens et les élus. Je tiens également à rappeler un fait. Harmonisation ne signifie pas uniformisation. Dans cette perspective, ce texte prévoit plusieurs adaptations pour tenir compte des spécificités des communes de moins de 1000 habitants. Le dépôt de listes incomplètes, le maintien des élections complémentaires, déclenchées dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, l'extension du principe de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants, lorsque celui-ci compte jusqu'à 2 membres de moins que l'effectif légal, une dérogation à la règle du remplacement par une personne de même sexe en cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'adjoints. Le Sénat a également introduit des dispositions garantissant plus de souplesse pour les communes nouvelles. Et toujours, dans une volonté de flexibilité, 2 mesures ne figurent plus dans ce texte. L'extension aux communes de moins de 1000 habitants du système de fléchage pour l'élection des conseillers communautaires. Le mode actuel de désignation, c'est-à-dire dans l'ordre du tableau, est donc conservé. Et deuxièmement, la composition des exécutifs intercommunaux demeure, quant à elle, inchangée. Oui, le texte adopté par le Sénat en première lecture le 11 mars et en commission des lois à l'Assemblée nationale mercredi dernier est un texte équilibré. Oui, c'est un texte attendu par nos élus locaux qui me l'ont encore rappelé ces derniers jours dans le Puy-de-Dôme. C'est aussi un texte qui recueille le soutien de toutes les associations d'élus locaux, l'Association des maires de France, l'Association des maires ruraux de France, Intercommunalité de France, qui portent cette revendication depuis des années. C'est un texte qu'il conviendra donc d'adopter rapidement pour qu'il puisse s'appliquer dès les élections municipales de mars 2026. Une adoption conforme et donc définitive en deuxième lecture à l'Assemblée nationale permettrait d'avoir un délai entre l'entrée en vigueur de la réforme et les élections municipales d'environ 11 mois. Ce délai est suffisant pour informer largement les citoyens de la modification du mode de scrutin et pour permettre aux élus locaux de constituer leur liste. J'entends les craintes de certains quant au délai de mise en application. Et oui, le changement est toujours source d'inquiétude. Mais ne laissons pas croire que ces petites communes sont incapables d'atteindre ce que d'autres territoires ont su faire. Loin de fragiliser nos communes rurales, ce changement du mode de scrutin peut leur donner un nouveau souffle, fondé sur l'engagement collectif et sur la visibilité des projets. Malgré tout, il nous faut être lucides, ce texte ne résoudra pas à lui seul la crise de l'engagement local. Il conviendra d'adopter des mesures complémentaires dans le texte sur le statut de l'élu local que nous appelons tous de nos vœux. Chers collègues, le progrès ne vient jamais sans effort, mais il en vaut la peine. Aux plus réticents d'entre vous, ne cédez pas à la tentation du repli ou de l'immobilisme. Ces 2 textes offrent un avenir démocratique, plus juste, plus équilibré et plus vivant à nos petites communes. Car ce que nous défendons ici, c'est l'unité de notre nation en matière électorale. C'est aussi la liberté pour toutes et tous de contribuer pleinement à la vie politique et publique de nos communes rurales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.